Il avait foi dans les satellites. Marcus Dunlap croyait aux orbites basses et aux caméras thermiques capables de distinguer un homme qui allume une cigarette à des milliers de kilomètres au-dessus de la Terre. Il croyait aux flux chiffrés qui traversaient l'espace toutes les 90 secondes. Il croyait au budget qui dépassait les dizaines de milliards de dollars. Il croyait que voir, c'était dominer. Que dominer, c'était frapper. Et que frapper, c'était gagner. Il a cru tout cela jusqu'au jour où 4 soldats britanniques, perdus dans une chaîne de montagnes balayées par le vent, ont fait s'effondrer 17 années de certitude professionnelle. Quand 3 ans plus tard, dans une salle sécurisée de Langley, il déclara sans emphase que le Special Air Service était une autre espèce. Personne ne rit. Marcus Dunlap n'était pas un homme porté sur les formules. Il pesait chaque mot. S'il parlait d'espèces, ce n'était pas par lyrisme. C'était par constat. L'histoire ne commence pas dans les montagnes. Elle commence dans une salle de briefing, éclairée au néon, au printemps 2003. Dunlap, 41 ans, officier chevronné de la Special Activities Division de la CIA, venait d'être affecté comme officier de liaison auprès d'une task force conjointe opérant à proximité de la frontière pakistanaise. Il avait derrière lui les Balkans, la Somalie, Tora Bora. Il n'était plus impressionnable, les Américains disposaient de tout. Drone Predator en orbite quasi permanente. Interception de communication capable de capter un téléphone portable à 300 km et de traduire le pashto en anglais en quelques minutes. Liaison satellite sécurisée. Casque de vision nocturne transformant la nuit en crépuscule artificiel. Hélicoptère MH-60 en alerte permanente. À C-130 tournoyant comme des faucons mécaniques, prêts à raser un village en moins de 2 minutes. La doctrine était simple, saturation technologique. Couvrir chaque vallée, chaque crête, chaque route potentielle. Accumuler les données jusqu'à ce que l'ennemi soit contraint de commettre une erreur, puis frapper vite, fort, et repartir avant qu'il ne comprenne. Cela fonctionnait, parfois. Mais les cibles qui comptaient avaient disparu. Les cadres d'Al-Qaïda ne parlaient plus au téléphone. Ils ne circulaient plus en convoi. Ils marchaient. Ils utilisaient des messagers humains. Ils changeaient de refuge tous les 2 ou 3 jours. Ils vivaient sous la canopée, à l'abri des capteurs infrarouges et des radars. Ils étaient invisibles aux machines. C'est à ce moment que les Britanniques sont arrivés. Un escadron du 22 SAS, une soixantaine d'hommes, débarqua avec ce que Dunlap décrivit plus tard comme un tiers de l'équipement que nous considérions comme minimum. Des Land Rover 110 cabossés, marqués par plusieurs théâtres d'opérations. Des radios d'une génération antérieure. Des gilets plus légers que ceux des Américains. Ce que certains interprétèrent comme un manque de protection avant de comprendre que c'était un choix délibéré. Mobilité plutôt que blindage. Leurs armes n'avaient rien d'exotique. Carabine C8, pistolet L119A1. 8 chargeurs là où les Américains en emportaient 12. Moins de matériel, moins de redondance électronique, moins de dépendance au système. Dunlap nota tout cela dans son premier rapport. Il écrivit que l'élément britannique semblait sous-équipé au regard de l'environnement opérationnel. Il admit plus tard que cette évaluation était spectaculairement erronée. Ce qu'il n'avait pas encore compris, c'est que le SAS ne compensait pas un déficit technologique par du courage brut. Ce serait une interprétation romantique. La réalité était plus dérangeante. Il compensait par autre chose, une granularité dans l'observation humaine, une patience institutionnalisée. Une capacité à endurer l'inconfort prolongé à un niveau que Dunlap n'avait jamais rencontré, pas même chez les unités américaines les plus réputées. La première réunion opérationnelle le déstabilisa. Le commandant d'escadron du SAS, désigné dans les rapports par le seul indicatif d'Orient, exposa un concept simple, des patrouilles de 4 hommes insérés à pied dans les montagnes, autonomes jusqu'à 14 jours, déplacement uniquement de nuit, aucun signal électronique les premières 72 heures, communication par transmission haute fréquence ultra brève, inférieures à 3 secondes, pas d'extraction sauf compromission ou mission accomplie. Retour à pied, un officier américain demanda comment il comptait gérer une situation de contact sans soutien aérien immédiat. La réponse fut courte, « Nous gérerons ». Dunlap se souvient du regard posé sur lui. Ni arrogance, ni défi. Une évidence tranquille. Le 11 mars 2003, la première patrouille partit.
4 hommes, sac de 65 à 70 kg, 18 km de terrain montagneux, plus de 2000 mètres de dénivelé en une seule nuit. Pas d'insertion héliportée, pas de véhicule, juste des cartes, une boussole et la mémoire de relief étudiée pendant des heures. Ils atteignirent leur point d'observation avant l'aube. Une simple dépression creusée dans la pente. Filet de camouflage. Pierres replacées avec minutie. Vue dominante sur une vallée que les satellites avaient en classée probable axe de transit sans jamais en obtenir la confirmation humaine. Puis ils cessèrent de bouger. 4 jours. 4 jours à respirer lentement, à noter chaque mouvement, à écrire dans un carnet qui se remplirait de dizaines de pages. Pas de feu, pas de ration chaude, urine stockée en bouteilles, déchets en sachets, sommeil fractionné en rotation stricte. Dunlap, depuis le centre opérationnel, observait leur transmission codée toutes les 6 heures. Il connaissait les unités américaines d'élite. Il respectait Delta. Il respectait DevGru. Mais ce qu'il voyait là ne correspondait à rien dans son expérience. Au 3e jour, à 4h30, 9 hommes traversèrent la vallée. RPG, mitrailleuse, PKM, sac lourd compatible avec du matériel explosif. Formation disciplinée, pas de communication électronique, aucun drone ne les avait détectés. La patrouille SAS ne tira pas. Elle observa, elle décrivit, elle chronométra, elle photographia. Puis transmit un rapport compressé de moins de 2 secondes. Cette observation conduisit, 6 jours plus tard, à la capture d'un facilitateur majeur d'Al-Qaïda. Documents, réseaux, ramifications. Des mois de travail technologique égalés par 4 jours de présence humaine silencieuse. Dunlap commença à douter. Mais il n'avait encore rien vu. Car ce qui allait suivre, une opération de 12 jours au cœur d'une vallée frontalière, allait faire basculer définitivement sa conception de la guerre moderne. Et c'est là que son éducation commença réellement. L'opération reçut un nom anodin, une désignation administrative parmi d'autres. Rien qui laisse deviner qu'elle deviendrait, pour Marcus Dunlap, un point de rupture intellectuelle. Objectif : identifier et cartographier un réseau logistique clandestin opérant entre l'Afghanistan oriental et les zones tribales pakistanaises. Cible prioritaire : un coordinateur connu sous le nom de code le pharmacien. 8 mois de surveillance américaine n'avaient produit aucun résultat exploitable. Les satellites couvraient la région en permanence. Les drones tournaient en rotation continue. Les stations SIGINT interceptaient chaque émission détectable. Pourtant, le réseau persistait, les explosifs continuaient d'apparaître. Les embuscades se multipliaient. Le pharmacien ne téléphonait pas. Il ne conduisait pas. Il marchait. Le SAS proposa une infiltration profonde. 2 patrouilles de 4 hommes. Insertion simultanée. Autonomie totale pour 12 jours. Observation discrète des 2 axes les plus probables, identifiés non par imagerie mais par renseignements humains accumulés méthodiquement auprès de sources locales. Dunlap demanda à accompagner l'une des équipes. Refus. D'abord de la CIA pour raison de sécurité et de responsabilité, puis du commandant britannique lui-même. Vous n'êtes pas prêt physiquement. Ce n'était pas une insulte. C'était un constat clinique. Dunlap insista. Il obtint l'autorisation de s'entraîner 3 semaines avec l'escadron. Ce fut suffisant pour comprendre l'écart. Les marches d'acclimatation dépassaient tout ce qu'il avait connu. 70 kilos sur le dos. Progression nocturne à haute altitude, aucun bruit superflu, chaque pièce d'équipement pesée, évaluée, parfois supprimée pour gagner quelques centaines de grammes. Ce n'était pas la force brute qui l'impressionna le plus, c'était l'économie. Chaque geste était calculé pour durer. Chaque mouvement anticipait la fatigue du 6e, du 8e, du 10e jour. Là où les unités américaines planifiaient des frappes rapides, concentrées, le SAS planifiait l'endurance prolongée. Le 14 avril, les 2 patrouilles quittèrent la base avancée à pied, 22 km, altitude supérieure à 3800 mètres, teneur en oxygène réduite d'environ 40% par rapport au niveau de la mer. Chaque homme transportait entre 68 et 73 kilos, 18 kilos d'eau, ration réduite à 1800 calories quotidiennes pour alléger le poids. Ils perdraient du poids. C'était intégré au calcul. L'approche dura 9 heures. 9 heures de progression continue, en silence, sans GPS actif. Les unités étaient désactivées pour éviter toute signature électronique.
Navigation à la carte, à la boussole et à la mémoire. Le chef de patrouille avait étudié les images satellites pendant 48 heures, mémorisant des formations rocheuses, des plis du terrain, des lignes de crête invisibles depuis le sol. Une seule erreur de 300 mètres fut corrigée en moins de 20 minutes. Ils atteignirent leur position avant l'aube. 600 mètres de précision par rapport aux coordonnées prévues dans un relief chaotique. Puis l'immobilité recommença. Jour 1, rien. Jour 2, rien. Jour 3, rien. À la base avancée, les analystes américains commencèrent à douter. L'absence d'activité était interprétée comme absence de cible. Un pilote de drone fit remarquer qu'après 72 heures, bouquin sans détection, le secteur pouvait être considéré comme inactif. Dunlap transmit l'évaluation au commandant du SAS. Réponse : vous n'avez pas regardé correctement. Jour 4, 3h15. 3 silhouettes traversèrent à bétard la vallée. Non armées en apparence. Progression rapide, coordonnée. Elles s'arrêtèrent près d'un rocher isolé pendant environ 90 secondes, puis repartirent. Au lever du jour, la seconde paire d'yeux de la patrouille examina le rocher à travers un objectif téléphoto à amplification nocturne. Une marque était gravée dans la pierre, absente des images satellites prises 8 jours plus tôt. Un marqueur de dépôt. Ce fut le premier fil. Au cours des jours suivants, les patrouilles notèrent 47 passages distincts, tous entre 2 heures et 5 heures. 14 individus identifiés par description morphologique, démarche, taille, asymétrie corporelle, 7 points de dépôt cartographiés, 3 habitations servant de relais temporaire. Chaque entrée était consignée à la main. Heure précise, direction, durée d'arrêt, poids approximatif des sacs, répartition des charges. Aucune caméra automatisée ne pouvait faire cela. Aucun algorithme ne pouvait détecter une légère irrégularité dans une démarche à 50 mètres dans l'obscurité. Jour 9, 3h42. Un homme entra dans la vallée, accompagné de 2 autres. L'observateur ne distingua pas son visage. Trop sombre. Mais il remarqua la jambe gauche, une boiterie prononcée. Un rapport de source CIA mentionnait une blessure ancienne due à des éclats d'obus durant la guerre soviéto-afghane. Le pharmacien marchait devant eux. Il s'arrêta à un point de dépôt pendant exactement 2 minutes 14 secondes, puis rejoignit un compound observé depuis 6 jours. La transmission dura 9 secondes. Coordonnées exactes. Nombre de personnes, armement visible, proposition de fenêtre d'assaut. 18 heures plus tard, une force conjointe, 12 SAS, 24 Delta, frappa le site. Le pharmacien fut capturé vivant. Les documents trouvés sur lui permirent de remonter 11 nœuds logistiques supplémentaires sur 3 provinces. Pour la CIA, c'était une victoire majeure. Pour Dunlap, c'était autre chose. Il relut le rapport après action. Jour 6. Température nocturne moins 19 degrés Celsius. Interdiction d'utiliser des chaufferettes chimiques. Un opérateur vit son eau gelée dans la poche souple. Il la conserva contre son torse 3 heures pour la liquéfier. Jour 8. Un berger s'approcha à moins de 7 mètres de la cache. 47 minutes d'immobilité totale pendant que des chèvres marchaient sur le filet de camouflage. L'une d'elles posa son sabot sur la jambe du chef de patrouille. Il ne bougea pas. À l'anglais, lors du débriefing, Dunlap s'interrompit en lisant ce passage. Il leva les yeux vers la salle silencieuse. Nous avions 2 milliards de dollars d'architecture de surveillance couvrant cette province. 8 hommes avec des sacs à dos ont produit en 12 jours ce que nos systèmes n'avaient pas généré en 8 mois. Il ne parlait plus de matériel. Il parlait de méthode. Et il commençait à comprendre que le problème n'était pas une question d'équipement. C'était une question d'évolution opérationnelle. Ce qui frappa Marcus Dunlap ne fut pas uniquement la réussite de l'opération. Ce fut le contraste. Dans les semaines qui suivirent la capture du pharmacien, plusieurs opérations américaines furent lancées dans d'autres vallées selon les méthodes standards. Exploitation d'interception, validation par drone, insertion rapide, extraction immédiate. Certaines aboutirent à des résultats, d'autres trouvèrent des compounds vides depuis quelques heures, les cibles s'étaient évaporées. Le SAS, lui, ne multipliait pas les frappes, il restait. Dunlap demanda à consulter en détail le processus de sélection britannique. Il voulait comprendre si ce qu'il avait observé relevait d'individus exceptionnels ou d'un système reproductible. On lui remit un dossier. La sélection se déroulait 2 fois par an depuis Hereford. Phase initiale,
marche progressive dans les Brecon Beacons, au pays de Galles, terrain modeste en altitude mais brutal en climat, brouillard dense, pluie froide, vent latéral violent, 25 km, puis 35, puis 45, puis 64, chaque marche chronométrée, charge augmentant progressivement, aucune assistance, navigation solitaire, le taux de réussite oscillait entre 10 et 15%. Mais selon Dunlap, la différence réelle ne résidait pas dans ces épreuves physiques. Delta sélectionne aussi l'endurance, nota-t-il. Ce n'est pas cela. La différence se trouvait après. 14 mois supplémentaires de formation continue. Jungle au Brunei. Survie, évasion, résistance à l'interrogatoire. Langues étrangères. Démolition, médecine avancée. Spécialisation en troupes aériennes, maritimes, montagnes ou mobilité. À l'issue du processus, l'opérateur n'était pas simplement un exécutant tactique, il était autonome. Navigation sans GPS, communication sans satellite, collecte de renseignements sans technologie, survie sans ravitaillement. L'hypothèse britannique de base était simple, tout système peut tomber en panne. L'hypothèse américaine implicite était différente, le système fonctionnera. Dans les montagnes de l'Est afghane, l'ennemi avait construit son modèle précisément pour neutraliser les systèmes. Il n'utilisait pas de radio, il n'utilisait pas de véhicules, il opérait sous couvert végétal. La technologie devenait aveugle, l'homme non. Dunlap commença à accompagner les Britanniques dans les phases préparatoires de missions ultérieures. Pas sur le terrain, mais dans la planification. Il observa leur briefing. Là où les Américains ouvraient des écrans remplis de couches cartographiques, de flux en temps réel, de trajectoires de drones, les Britanniques commençaient par une feuille blanche. Ils dessinaient à la main. Relief, ligne de vue, zone d'ombre, itinéraire de berger, point d'eau saisonnier, habitudes tribales, fêtes religieuses locales susceptibles d'altérer les schémas de déplacement. Ils parlèrent des hommes avant de parler des cibles. Un sergent du SAS passa 40 minutes à analyser le rythme de marche probable d'un messager en fonction de la charge qu'il portait et de la température nocturne moyenne. Un homme avec 20 kilos de charge ralentira après le 3e kilomètre à cette altitude, expliqua-t-il calmement. Dunlap réalisa que cette approche n'était pas romantique, elle était mathématique. Mais les variables n'étaient pas électroniques. Elles étaient humaines. Une nuit, fin avril, une patrouille britannique fut brièvement compromise par des tirs isolés depuis une crête secondaire. Les communications américaines s'animèrent immédiatement. Proposition d'appui aérien, demande de positionnement, calcul des trajectoires de tir. La réponse du SAS fut inattendue. La patrouille se dispersa silencieusement, se replia sur une position alternative prédéfinie à 2 km, resta invisible pendant 24 heures, puis revint dans la zone initiale après que l'ennemi eut abandonné la recherche. Aucun tir de riposte massif, aucune escalade, pas de signature sonore détectable. La mission continua. Pour Dunlap, c'était l'illustration parfaite. L'Américain répond à la menace par la puissance. Le Britannique répond par la durée. Ce n'était pas une question de bravoure. Les unités américaines n'en manquaient pas. C'était une question de philosophie opérationnelle. À l'anglais, lors du débriefing final, on lui demanda de qualifier ce qu'il avait observé. Il prit le temps de réfléchir. L'opérateur américain d'élite est conçu pour la frappe rapide et létale. 45 minutes d'action parfaite. Personne ne fait cela mieux. Il marqua une pause. L'opérateur du SAS est conçu pour le long terme. 14 jours derrière les lignes sans soutien. 6 mois infiltrés dans un environnement hostile. 3 ans à former une armée locale dans un pays dont il parle la langue. Il regarda les visages autour de la table. Ce ne sont pas des différences de niveau, ce sont des différences d'évolution. Un analyste lui demanda ce qu'il voulait dire par « autre espèce ». Dunlap répondit sans sourire. Ils ne sont pas surhumains. Ils sont adaptés à un environnement que nous avons essayé de remplacer par des machines. Il se souvenait encore d'une phrase prononcée par le commandant britannique après la capture du pharmacien. Dunlap l'avait félicité, sincèrement. C'est l'opération de renseignement la plus impressionnante que j'ai vue. Le commandant avait simplement répondu « c'est notre travail ». Pas de fierté excessive, pas de dramatisation, une norme. Et c'est là que Dunlap comprit le véritable écart. Pour les Américains, une opération comme Dovetail était exceptionnelle. Pour le SAS, c'était mardi. La fracture ne s'est pas produite en une nuit.
Elle s'est installée progressivement à mesure que Dunlap comparait deux architectures de mental. D'un côté, une machine, de l'autre, un homme. L'Amérique, en 2003, représentait l'aboutissement logique de 50 années d'industrialisation militaire. Guerre du Golfe, Balkans, Kosovo, chaque conflit avait renforcé la conviction que la supériorité technologique écrasait toute asymétrie, voire plus loin. Frapper plus précisément, communiquer plus vite. Les Britanniques n'avaient pas cette profondeur budgétaire. Leur modèle était différent par nécessité. Dans les jours suivant l'opération Dovetail, une réunion conjointe fut organisée pour analyser les méthodes employées. Les officiers américains demandèrent aux Britanniques comment ils avaient réussi à maintenir une discipline d'immobilité aussi prolongée. Un adjudant du SAS répondit simplement « Vous vous entraînez à agir vite, nous nous entraînons à ne pas agir ». La phrase resta dans l'esprit de Dunlap. Ne pas agir. Pour un système militaire habitué à la réactivité immédiate, l'inaction volontaire semblait presque contre-intuitive. Pourtant, dans cet environnement précis, elle devenait une arme. Un exemple le frappa particulièrement. Au 7e jour d'une mission ultérieure, une patrouille SAS observa un messager déposer un paquet dans un renfoncement rocheux. La tentation, du point de vue américain, aurait été d'intervenir immédiatement, d'intercepter, d'exploiter. Les Britanniques ne firent rien. Ils laissèrent le paquet en place pendant 48 heures supplémentaires. Ils observèrent qui venait le récupérer. Puis qui transportait son contenu, puis où celui-ci était redistribué. Une capture unique aurait produit un individu. L'observation patiente produisit un réseau. Dunlap nota que cette approche exigeait une confiance absolue dans la capacité à résister à l'impulsion d'agir. Cette confiance ne venait pas de l'équipement, elle venait de la sélection. Il demanda à assister à une séance d'entraînement spécifique au renseignement humain du SAS, pas sur le terrain, mais dans une salle fermée, en Angleterre, plusieurs mois plus tard. L'exercice consistait à observer une scène banale, un marché reconstitué, pendant 2 heures, sans prise de notes. À la fin, chaque opérateur devait restituer oralement les détails, nombre exact d'individus, main dominante d'un vendeur, direction des regards, interaction implicite. La précision était troublante. Un opérateur décrivit la tension subtile entre deux figurants simulant un désaccord commercial. Il avait détecté une contraction de la mâchoire à 15 mètres de distance. « Vous cherchez des signaux numériques ?» lui expliqua un instructeur. « Nous cherchons des micro-comportements. » Ce n'était pas de la poésie. C'était de l'analyse comportementale poussée à l'extrême. Dunlap réalisa que les Britanniques considéraient chaque vallée comme un organisme vivant. Chaque variation de rythme, chaque silence inhabituel, chaque absence pouvait signifier autant qu'une présence. Un autre incident renforça cette conviction. En mai 2003, une unité américaine lança une opération basée sur une interception radio-fragmentaire. Les signaux suggéraient la présence d'un cadre intermédiaire dans un compound isolé. Insertion héliportée, appui aérien en attente, extraction rapide, le compound était vide. 2 heures de plus tard, une patrouille SAS opérant à 20 km de là transmit un rapport. Les occupants avaient quitté les lieux 30 minutes avant l'assaut, prévenus par un système de guetteurs humains positionnés sur les hauteurs. Les drones n'avaient rien détecté. Les Britanniques avaient observé un déplacement inhabituel de chèvres sur une crête secondaire, signe indirect qu'un guetteur avait traversé la zone peu avant. Un détail presque invisible. Pour Dunlap, la leçon était claire. L'ennemi ne combattait pas la technologie par supériorité technologique. Il la contournait par simplicité. La réponse du SAS consistait à redevenir simple. Moins d'électronique, plus de terrain, moins de dépendance, plus de résilience. Au fil des mois, Dunlap adapta son propre langage. Dans ses rapports internes, le mot « différent » apparaissait de plus en plus fréquemment. Pas meilleur. Pas supérieur. Différent dans la structure même de la pensée opérationnelle. Un analyste du Congrès lui demanda un jour s'il pensait que le modèle britannique était transposable. Il réfléchit longtemps avant de répondre. On peut enseigner les techniques. On peut apprendre à un homme à naviguer sans GPS. On peut lui apprendre à rester immobile pendant 4 jours. Il secoua la tête. Ce qu'on ne peut pas enseigner en 3 ans, c'est une culture de 60 ans. Depuis 1941, depuis les premières incursions en Afrique du Nord, le SAS avait construit une tradition fondée sur l'autonomie absolue,
une culture où l'échec du matériel était anticipé comme une certitude, non comme une exception. Dunlap comprit alors que le débat ne portait pas sur la qualité individuelle des opérateurs américains ou britanniques. Il portait sur l'environnement pour lequel ils avaient été façonnés. L'opérateur américain d'élite était l'arme parfaite pour une frappe chirurgicale de courte durée. L'opérateur du SAS était l'outil adapté à l'usure lente d'un conflit invisible, deux espèces évoluant dans des écosystèmes distincts. Et dans les montagnes de l'Afghanistan oriental, l'écosystème favorisait ceux capables de durer. Il y eut un moment précis où Marcus Dunlap cessa de comparer. Jusque-là, il analysait. Il opposait budget, doctrine, durée d'engagement. Il cherchait une logique rationnelle qui expliquerait pourquoi 8 hommes, avec des jumelles, pouvaient parfois surpasser une architecture satellitaire entière. Puis survint l'incident de la crête nord, fin mai 2003. Une zone à l'est de Jalalabad. Relief déchiqueté, pentes abruptes, ravins étroits où la lumière ne pénétrait que quelques heures par jour. Les renseignements américains signalèrent une possible réunion de cadres intermédiaires dans une habitation isolée. Le plan initial suivait la doctrine classique: surveillance aérienne, confirmation thermique, insertion héliportée, extraction rapide. Le SAS proposa une variante. Au lieu de frapper immédiatement, ils demandèrent qu'une patrouille soit positionnée en amont de la zone pendant 5 jours avant toute action. 5 jours d'observation préalable. Les Américains considérèrent la proposition excessive. Les images thermiques montraient déjà des signatures compatibles avec une présence humaine. Pourquoi attendre? Le commandant britannique formula son argument sans hausser la voix. Vous voyez des corps. Nous voulons voir un comportement. La patrouille fut autorisée. Insertion à pied, encore une fois. Progression nocturne, position d'observation à environ 800 mètres du compound. Jour 1, activité normale. Jour 2, 2 hommes armés visibles brièvement sur la terrasse. Jour 3, absence totale de mouvement thermique pendant 4 heures, puis reprise. C'est ce détail qui alerta le SAS, l'absence. Une habitation habitée dans cette région ne restait jamais totalement immobile aussi longtemps. Même les familles les plus discrètes produisaient des micro-signatures, déplacements internes, ouverture de portes, présence animale. Le 4e jour, l'un des observateurs nota une séquence inhabituelle. Un homme sortit brièvement, regarda vers le sud, puis rentra sans accomplir aucune tâche visible. Pas une ronde normale, pas une activité domestique, une vérification. Le SAS conclut que le compound servait probablement de site d'appât conçu pour attirer une frappe rapide. Les Britanniques recommandèrent l'annulation de l'assaut. La proposition provoqua une tension évidente dans la salle de commandement. Les actifs aériens étaient déjà en position. Les équipes d'assaut prêtes. Reporter signifiait perdre l'effet de surprise potentielle. Dunlap observa le débat. Les Américains argumentaient en termes de probabilité statistique. Les Britanniques répondaient en termes de cohérence comportementale. Finalement, la frappe fut suspendue. 48 heures de plus tard, une colonne de 6 hommes quitta discrètement le compound au crépuscule, se dirigeant vers une gorge secondaire. La patrouille SAS suivit leur progression visuelle jusqu'à ce qu'ils disparaissent derrière une crête. Un drone repositionné capta alors une concentration thermique inhabituelle dans la gorge. Une seconde habitation. Invisible depuis l'axe initial. C'était là que la réunion se tenait réellement. L'assaut eut lieu cette nuit-là. Résultat. 3 cadres capturés, vivants, matériel saisi, aucun piège explosif détecté. L'analyse postérieure confirma que le premier compound contenait des dispositifs explosifs destinés à piéger une force d'assaut. Dunlap nota un point essentiel. La technologie n'avait pas été insuffisante. Elle avait été trompée. Les signatures thermiques étaient réelles. Les hommes présents existaient. Mais l'interprétation automatisée des données n'avait pas intégré l'hypothèse d'un leurre comportemental. Le SAS, lui, avait posé une question simple. Est-ce que cela correspond à un rythme humain normal? C'était une grille d'analyse différente. Ce soir-là, Dunlap s'entretint longuement avec l'un des sergents britanniques. Il lui demanda comment ils avaient appris à détecter ce type d'incohérence. La réponse fut dénuée de mystère. Nous passons plus de temps à regarder qu'à tirer. Cette phrase résumait tout. Dans la doctrine américaine dominante, le succès était mesuré en cible neutralisée, en objectif détruit.
Dans la culture du SAS, le succès pouvait consister à ne pas tirer, à éviter une embuscade invisible, à déjouer un piège que personne d'autre n'avait perçu. Dunlap commença à comprendre que la différence ne résidait pas seulement dans l'endurance physique ou la patience. Elle résidait dans la hiérarchie des priorités. Pour les Américains, la technologie amplifiait l'homme. Pour le SAS, l'homme devait rester capable sans amplification. C'était une assurance contre l'imprévu. Et dans un conflit asymétrique, l'imprévu n'était pas une exception. C'était la règle. Plus tard, lors d'un séminaire à Georgetown, Dunlap décrirait cet épisode comme « le moment où j'ai cessé de croire que la supériorité technique suffisait ». Il ne rejeta jamais la technologie. Il continua de la considérer comme un multiplicateur de force extraordinaire. Mais il comprit qu'elle n'était qu'un outil, et qu'un outil, aussi sophistiqué soit-il, dépend toujours de celui qui l'utilise. Dans les montagnes, face à un adversaire invisible, le SAS avait choisi de redevenir l'instrument principal. Un capteur humain, un processeur biologique, une endurance que ni batterie ni satellite ne pouvaient imiter. Et plus Dunlap observait, plus l'expression lui revenait à l'esprit. Ce ne sont pas des soldats différents, c'est une adaptation différente, une évolution parallèle, une autre espèce opérationnelle. Ce qui dérangeait le plus Marcus Dunlap n'était pas que le SAS réussisse, c'était qu'il semblait à l'aise là où les autres devenaient nerveux. Au début de l'été 2003, la coalition subissait une recrudescence d'engins explosifs improvisés sur une route secondaire reliant deux bases peu avancées. Les drones survolaient tout l'axe en continu. Les capteurs thermiques balayaient les talus. Les équipes de déminage inspectaient chaque portion suspecte. Les attaques continuaient. L'ennemi posait les charges de nuit, les dissimulait sous des couches de gravier et utilisait des déclencheurs simples, parfois mécaniques. Aucune signature électronique détectable. Une équipe SAS proposa une approche différente. Au lieu de surveiller la route elle-même, ils demandèrent à observer les hauteurs environnantes pendant une semaine complète, sans drone en stationnaire direct, sans patrouille visible, sans variation inhabituelle dans le dispositif. Ils se déployèrent à pied, encore une fois. Position dissimulée à plus d'1 kilomètre de la route sur des crêtes secondaires, avec vue dégagée sur les vallons latéraux. Les 3 premiers jours, rien. Le 4e, à 2h47, 2 silhouettes apparurent sur une pente à environ 800 mètres de la route. Elles ne s'en approchaient pas directement. Elles observaient, pendant 22 minutes. Puis elles disparurent. Le 5e jour, même séquence. Même heure approximative. Même silhouette. Les Britanniques conclurent que ces hommes n'étaient pas les poseurs de charge. Ils étaient les contrôleurs. Ils validaient l'absence de présence avant l'installation des explosifs, probablement par une équipe différente. Le 6e jour, à 3h12, une 3e silhouette rejoignit les 2 premières. Elle portait un sac plus volumineux. La patrouille suivit la progression visuelle pendant 40 minutes. Les hommes se dirigèrent vers un repli de terrain invisible depuis la route principale. Un drone repositionné capta alors un mouvement thermique furtif. Une cache. Le lendemain, une opération conjointe neutralisa un atelier de fabrication d'IED dissimulé dans une grotte peu profonde. Encore une fois, la clé n'avait pas été une signature électronique. C'était un comportement répétitif, une routine humaine. Dunlap analysa les rapports avec une attention presque obsessionnelle. Il commença à percevoir un schéma plus large. Les Américains cherchaient des signaux forts. Le SAS exploitait les signaux faibles. Un changement de rythme, une absence inhabituelle, un déplacement sans objectif apparent. Dans une guerre où l'ennemi minimisait volontairement sa visibilité, la capacité à détecter des anomalies minuscules devenait déterminante. Un soir, dans le centre opérationnel, Dunlap observa les écrans muraux diffusant des flux vidéo simultanés. Les opérateurs américains basculèrent d'une fenêtre à l'autre, surveillant des indicateurs en temps réel. À côté de lui, un officier britannique consultait un carnet de notes manuscrites. Dunlap lui demanda pourquoi il n'utilisait pas les écrans disponibles. L'homme répondit calmement « Les écrans montrent ce qui bouge. Le carnet montre ce qui change. » Cette distinction frappa Dunlap. La technologie excellait dans la détection de mouvements instantanés. Le carnet permettait d'identifier l'évolution dans le temps. Et la guerre asymétrique se jouait dans ces évolutions lentes. Au fil des mois, Dunlap comprit également une autre dimension. Le SAS acceptait l'inconfort comme une constante, pas comme un incident.
Un rapport mentionna qu'une patrouille avait passé 3 jours sous pluie continue, à haute altitude, sans possibilité de sécher l'équipement. Aucun signal de demande d'extraction. Aucun commentaire dramatique. Simple mention, conditions dégradées, mission poursuivie. Dans l'analyse américaine, une telle situation aurait déclenché une réévaluation du risque. Chez les Britanniques, elle faisait partie du calcul initial. La différence ne résidait pas dans la tolérance à la souffrance pour elle-même. Elle résidait dans la normalisation de cette souffrance. Elle était intégrée au modèle opérationnel. Dunlap réalisa que la culture du SAS reposait sur une hypothèse implicite. La mission durera plus longtemps que prévu. Le soutien sera plus éloigné qu'espéré. L'environnement sera plus hostile qu'anticipé. Si ces hypothèses se vérifiaient, ils continuaient. Si elles ne se vérifiaient pas, ils étaient simplement en avance. À l'anglais, lorsqu'on lui demanda d'expliquer pourquoi il utilisait l'expression « autre espèce », il formula la réponse avec précision. Nous avons évolué vers la vitesse et la puissance. Ils ont évolué vers la patience et l'autonomie. Ce sont 2 solutions différentes à un même problème. Il ajouta ensuite, plus lentement, mais dans certains environnements, l'autonomie prime. Il savait que cette conclusion n'était pas confortable. L'Amérique avait investi des milliards pour réduire l'incertitude. Le SAS acceptait l'incertitude comme donnée de base. Et dans les montagnes, l'incertitude était permanente. Plus Dunlap observait, plus il comprenait que la véritable supériorité ne résidait pas dans la technologie ou dans le courage isolé. Elle résidait dans la capacité à fonctionner lorsque tout le reste cessait de fonctionner. Et cela, il ne l'avait jamais vu à ce niveau auparavant. Il y eut un dernier test, pas planifié, pas doctrinal, pas inscrit dans un PowerPoint. Un accident, août 2003. Une patrouille conjointe opérant dans une zone montagneuse subit une défaillance radio complète. Orage électrique violent, interférences, antennes endommagées, aucun relais satellite exploitable pendant plusieurs heures. Côté américain, la situation devint immédiatement critique. Sans communication, la chaîne de commandement était aveugle. Les protocoles prévoyaient une tentative de rétablissement rapide, puis, si nécessaire, une extraction d'urgence. Mais l'équipe sur le terrain comprenait 4 hommes du SAS intégrés à l'élément mixte. Ils ne demandèrent pas d'extraction. Ils recalculèrent leur position à la carte. Ils établirent un point de ralliement alternatif prévu en cas de perte de liaison. Ils ajustèrent l'itinéraire en fonction de la météo et des crêtes exposées. La mission continua pendant 14 heures sans aucun contact avec la base. Dunlap suivait l'incident depuis le centre opérationnel. L'inquiétude était palpable. Les écrans affichaient des zones blanches là où les flux auraient dû apparaître. Quand la communication fut rétablie, le rapport transmis par la patrouille fut d'une sobriété déconcertante. Communication perdue temporairement, navigation manuelle, mission poursuivie. Aucune dramatisation, aucun appel à l'assistance. Dunlap réalisa que ce qui aurait constitué une anomalie grave dans un système dépendant de la connectivité était, pour les Britanniques, un scénario prévu. Ils n'étaient pas en panne. Ils étaient revenus à leur mode primaire. Ce fut le moment où il formula intérieurement la conclusion qu'il n'osait pas encore exprimer officiellement. La dépendance crée une fragilité invisible. L'autonomie crée une résilience silencieuse. Quelques semaines plus tard, à l'anglais, lors d'un débriefing élargi, on lui demanda d'expliquer pourquoi il semblait réévaluer certaines hypothèses stratégiques. Il choisit ses mots avec précision. Nous avons construit une architecture conçue pour amplifier la supériorité. Mais toute amplification suppose une base stable. Si cette base est perturbée, l'effet multiplicateur disparaît. Il marqua une pause. Le SAS opère comme si la base était toujours perturbée. Un analyste objecta que la supériorité américaine restait incontestable en termes de puissance. Dunlap acquiesça. Sur une frappe de 45 minutes, personne ne nous égale. Mais certaines missions ne durent pas 45 minutes. Elles durent 14 jours, parfois plus. Il repensa à la phrase du commandant britannique après la capture du pharmacien. « C'est notre travail. » Ce n'était pas de la modestie, c'était une norme. Plus Dunlap analysait les opérations conjointes, plus il identifiait un élément intangible. Le SAS n'était jamais pressé, même sous pression, même face à des objectifs à haute valeur. Ils acceptaient que certaines
cible nécessite du temps. Ils considéraient le temps comme une arme. L'Amérique considérait le temps comme un risque. Cette différence culturelle était subtile mais fondamentale. Un soir, après une longue session d'analyse, Dunlap demanda à un officier britannique combien d'opérations comparables à Dovetail avaient été menées au cours des années précédentes. La réponse fut volontairement vague, suffisamment pour que ce ne soit pas exceptionnel. C'était peut-être cela, le cœur du problème. Pour Dunlap, Dovetail était une référence majeure de sa carrière. Pour le SAS, c'était une application cohérente d'un modèle éprouvé depuis des décennies. Il commença à étudier l'histoire du régiment. Afrique du Nord, 1941. Opération clandestine en Europe occupée, Irlande du Nord, Oman, Malouine, un fil conducteur apparaissait. Opération prolongée, infiltration, observation, adaptation. Le SAS n'avait pas évolué dans un environnement de domination technologique totale. Il s'était construit dans des contextes où la technologie était limitée, incertaine, parfois absente. Son ADN opérationnel reflétait cette origine. Dunlap comprit alors que la véritable différence n'était pas matérielle. Elle était philosophique. L'Amérique cherchait à réduire l'incertitude, le SAS avait appris à vivre dedans. Et vivre dans l'incertitude exigeait autre chose que des budgets. Cela exigeait une sélection impitoyable, une formation longue et une culture qui valorise la discrétion plus que la démonstration. À mesure que l'année 2003 avançait, Dunlap cessa de chercher à adapter le SAS au modèle américain. Il chercha plutôt à comprendre ce que l'Amérique pouvait apprendre de cette autre espèce opérationnelle. Pas pour la copier, mais pour combler l'angle mort. Car dans les montagnes, il l'avait vu clairement. Quand les satellites perdirent la trace, il restait une chose. Un homme, allongé dans la poussière, immobile, attentif, prêt à attendre et à agir. L'automne 2003 approchait lorsque Marcus Dunlap comprit que le débat dépassait le simple cadre afghan. Ce qu'il avait observé n'était pas seulement une différence de méthode, c'était une divergence stratégique profonde sur la nature même de la guerre moderne. Les Américains avaient construit un système conçu pour produire des résultats visibles. Capture, élimination, objectif détruit, chaque opération alimentait un tableau de bord, chaque succès était mesurable. Le SAS produisait parfois des résultats invisibles, des réseaux cartographiés sans arrestation immédiate, des itinéraires identifiés sans interception, des cibles laissées en liberté pendant des semaines pour révéler des structures plus larges. Pour un esprit formé dans la culture du rendement opérationnel rapide, cette retenue pouvait sembler frustrante. Mais Dunlap avait commencé à voir plus loin. Un rapport interne révéla qu'au cours d'un trimestre, plusieurs réseaux logistiques avaient été démantelés non par une frappe spectaculaire, mais par une série d'observations discrètes permettant d'identifier les nœuds centraux avant toute intervention. Le SAS avait laissé circuler certains messagers volontairement. Non par faiblesse, par calcul, il cherchait le centre de gravité, pas la périphérie. Un épisode précis renforça cette conviction. Une source humaine locale, cultivée depuis plusieurs mois par les Britanniques, signala qu'un chef de cellule devait transiter par une vallée isolée. L'information était fragile, non corroborée par des moyens techniques. La réponse américaine initiale fut prudente. Sans confirmation satellitaire, le risque d'embuscade était élevé. Le SAS décida d'envoyer une patrouille d'observation plutôt qu'une force d'assaut. 4 hommes, 10 jours, aucun contact direct. Le chef de cellule apparut au 8e jour. La patrouille ne bougea pas. Elle confirma sa présence. Elle observa ses accompagnateurs. Elle nota la direction de sortie. Ce n'est qu'après avoir identifié la destination finale que l'assaut fut planifié. La capture permit d'exposer une chaîne complète de financement et de transit, bien au-delà de l'individu initial. Dunlap comprit alors que la patience britannique n'était pas une vertu morale. C'était une stratégie cumulative. Chaque observation s'ajoutait à la précédente. Chaque mission enrichissait un corpus de connaissances empiriques. Le régiment ne repartait jamais de zéro. Cette continuité institutionnelle était essentielle. Depuis 1941, le SAS avait accumulé des décennies d'expérience dans des environnements où la technologie n'était jamais garantie. Afrique du Nord, jungle malaisienne, désert d'Oman, ruelle de Belfast. À chaque génération, la culture transmettait une idée centrale. Si tout échoue, l'homme reste. Dunlap réfléchit à l'inverse.
L'Amérique avait investi dans des systèmes conçus pour minimiser le risque humain. Drones, satellites, capteurs. Cette approche avait sauvé d'innombrables vies, mais elle avait aussi créé une dépendance subtile. Dans les montagnes afghanes, l'ennemi exploitait précisément cette dépendance. Il savait que l'Amérique cherchait un signal. Il supprimait les signaux. Le SAS, lui, cherchait une incohérence, et l'incohérence est plus difficile à masquer que le silence. Au fil des débriefings, Dunlap utilisa une métaphore qu'il n'avait jamais formulée auparavant. Nous sommes une armée de projecteurs. Ils sont une armée d'ombres. Les projecteurs dominent l'espace éclairé. Les ombres dominent l'espace obscur. Dans un conflit asymétrique, l'ennemi choisit l'obscurité. Et dans l'obscurité, la vision mécanique perd de sa précision. La vision humaine, entraînée à attendre, gagne en importance. À la fin de l'année, Dunlap rédigea une recommandation formelle. Développer au sein de la CIA une capacité de surveillance prolongée à faible dépendance technologique inspirée des méthodes britanniques. Une unité expérimentale fut créée. Quelques officiers paramilitaires suivirent une formation adaptée en Angleterre. Le programme fonctionna pendant 3 ans. Puis les priorités budgétaires changèrent. Les investissements retournèrent vers les systèmes. Dunlap n'en fut pas surpris. Les systèmes sont visibles, ils sont quantifiables, ils rassurent. La culture est lente, elle est intangible, elle résiste aux indicateurs. Mais au fond de lui, il savait que la leçon apprise en 2003 ne disparaîtrait jamais. Il avait vu ce que produisait une organisation façonnée par l'autonomie. Il avait vu 8 hommes transformer une vallée invisible en carte détaillée. Il avait vu une philosophie capable de fonctionner lorsque les écrans devenaient en noir. Et plus il y pensait, plus l'expression lui revenait avec une précision froide. Ce n'est pas une question de bravoure, c'est une question d'évolution. Une espèce adaptée à la vitesse, une autre adaptée à la durée. Et dans certaines montagnes, la durée gagne. L'année 2003 toucha à sa fin sans que Marcus Dunlap ne puisse totalement formuler ce qui l'avait le plus troublé. Ce n'était pas la rusticité du matériel britannique. Ce n'était pas leur endurance physique. Ce n'était même pas leur discipline. C'était leur indifférence apparente à la reconnaissance. Dans les débriefings conjoints, les Américains détaillaient les chiffres. Nombre d'heures de vol, volume de données traitées, pourcentage de réussite. Les rapports étaient structurés autour d'indicateurs mesurables. Les Britanniques parlaient et les 10 parlaient en termes d'environnement. La vallée évolue. Les itinéraires changent de jour en jour. Les schémas ne sont pas encore stabilisés. Leur langage n'était pas centré sur l'action, il était centré sur la compréhension. Dunlap prit conscience d'un autre élément subtil. Le SAS ne séparait pas le renseignement de l'opération. Pour les Américains, ces 2 domaines restaient souvent distincts. Les analystes produisaient une image. Les unités d'assaut exécutaient. Chez les Britanniques, l'observateur devenait l'acteur. Celui qui passait 10 jours dans une cache était celui qui comprenait le terrain le mieux. Il ne recevait pas une image synthétique. Il avait vu la vallée respirer. Cette continuité réduisait les erreurs d'interprétation. Un opérateur qui avait observé un itinéraire pendant 1 semaine savait instinctivement si un mouvement était normal ou suspect. Il n'avait pas besoin d'un algorithme pour le lui signaler. Dunlap commença à percevoir un coût invisible dans le modèle américain. La distance. Distance entre l'écran et le terrain. Distance entre l'analyse et l'action. Distance entre la donnée et l'intuition. La technologie permettait de couvrir davantage d'espace, mais elle augmentait parfois la séparation entre celui qui décidait et celui qui voyait réellement. Un soir, alors que la base était plongée dans un silence inhabituel, Dunlap consulta seul les rapports des 3 derniers mois. Il chercha un motif. Il remarqua que chaque succès majeur associé au SAS comportait un élément commun. Le temps investi avant l'action dépassait largement le temps de l'action elle-même. 12 jours d'observation, 45 minutes d'assaut, 7 jours de surveillance, 30 minutes d'interception. La proportion était inversée par rapport aux opérations américaines typiques. Chez ces dernières, la préparation technologique était massive, mais la présence humaine sur zone restait brève. Dunlap comprit que le SAS transformait le terrain en allié. Plus il restait, plus ils absorbaient d'informations tacites. Odeurs, sons nocturnes, variations de circulation animale. Autant d'éléments impossibles à capturer par satellite.
Il repensa à un détail anodin mentionné dans un rapport. Un opérateur avait noté que le chant des chiens d'un village voisin cessait toujours quelques minutes avant le passage d'un messager nocturne. Un schéma sonore, invisible à tout capteur standard, mais perceptible par une oreille attentive. Cette capacité à intégrer des micro-indicateurs sensoriels formait une sorte de cartographie vivante. Dunlap réalisa que le SAS ne voyait pas seulement la vallée, il la ressentait. Ce n'était pas mystique, c'était empirique. Des heures cumulées d'observation produisaient une familiarité qui transformait chaque anomalie en signal. L'Amérique cherchait à compenser l'absence de familiarité par la multiplication des capteurs. Le SAS compensait l'absence de capteurs par la familiarité. Deux stratégies opposées face au même problème. À la fin de l'année, Dunlap fut invité à présenter une synthèse confidentielle devant un groupe restreint d'officiers supérieurs. Il exposa les faits, il détailla les opérations. Il insista sur les limites de la dépendance technologique face à un adversaire adaptatif. Puis, il conclut par une phrase qu'il n'avait jamais utilisée auparavant dans un cadre officiel. « Nous avons des satellites. Ils ont la capacité d'endurer jusqu'à ce que le satellite ne serve plus à rien. » Il n'y avait aucune ironie dans sa voix. Il ne rejetait pas la technologie. Il la replaçait à sa juste place. Un multiplicateur de force. Pas une substitution à la présence humaine. Il quitta la salle ce jour-là avec la certitude d'avoir formulé quelque chose d'inconfortable, mais nécessaire. Dans certaines guerres, la victoire ne revient pas à celui qui voit le plus loin. Elle revient à celui qui reste le plus longtemps. Et plus il analysait les événements de 2003, plus il comprenait que la véritable supériorité du SAS ne se mesurait pas en coups d'éclat. Elle se mesurait en constance, en endurance, en capacité à faire d'une montagne hostile un poste d'observation silencieux pendant des jours, sans bruit, sans soutien immédiat, sans dépendance. C'est à ce moment que l'expression « autre espèce » cessa d'être une métaphore. Elle devint une description opérationnelle. Lorsque Marcus Dunlap quitta l'Afghanistan à la fin de son déploiement, il emporta avec lui plus que des rapports classifiés. Il emporta un doute. Pas un doute sur la puissance américaine, pas un doute sur la compétence des unités d'élite américaines, un doute sur l'universalité de leur modèle. Pendant des années, il avait cru que la guerre moderne évoluait vers une abstraction croissante. Capteurs, données, précision chirurgicale. La distance technologique réduisait l'exposition humaine. En Afghanistan oriental, il avait vu une réalité différente, un environnement où l'ennemi refusait la visibilité, un terrain qui absorbait les signaux, un conflit où la patience devenait plus décisive que la vitesse. Il se souvint d'une conversation tardive avec le commandant du SAS quelques jours avant son départ. Il se tenait à l'extérieur de la base, loin des écrans et des cartes. Le vent soulevait la poussière fine du terrain. Dunlap lui demanda ce qui, selon lui, distinguait réellement son régiment. La réponse ne fut ni doctrinale ni historique. Nous supposons que tout va mal tourner. Il développa brièvement. Communication perdue, soutien retardé, extraction compromise, conditions météo imprévues. Tout cela n'était pas une éventualité. C'était une donnée de départ. Le SAS formait ses hommes pour fonctionner dans cet état permanent d'incertitude. Dunlap réalisa que cette hypothèse fondamentale changeait tout. Si l'on suppose que la technologie fonctionnera, on construit autour d'elle. Si l'on suppose qu'elle échouera, on construit autour de l'homme. Ce n'était pas une question de supériorité morale, c'était une question d'architecture. De retour à l'anglais, il participa à plusieurs sessions de réflexion stratégique. Les discussions portaient sur l'avenir des opérations spéciales à l'ère de la guerre asymétrique. Certains défendaient un investissement accru dans les capteurs autonomes et l'intelligence artificielle émergente. Dunlap ne s'y opposa pas, mais il insista sur un point. Il existe une catégorie de problèmes où la donnée brute ne suffit pas, où l'interprétation humaine prolongée devient l'outil principal. Il cita les 12 jours dans la vallée. 8 hommes, moins de 10 secondes cumulées de transmission. Une cartographie complète d'un réseau invisible. Il évoqua l'incident de la crête nord, l'atelier dit ED, les embuscades évitées. À chaque fois, le facteur décisif n'avait pas été une capacité de frappe. C'était la capacité à attendre. Il comprit également que le terme « autre espèce » ne signifiait pas invincibilité. Le SAS subissait des pertes. Il connaissait l'échec, mais sa culture absorbait l'échec différemment.
Elle l'intégrait comme variable. L'Amérique, habituée à la domination technologique, vivait chaque défaillance comme une anomalie. Le SAS vivait chaque défaillance comme une confirmation de sa prémisse. Rien n'est garanti. Cette différence mentale produisait une différence opérationnelle. Avec le recul, Dunlap identifia 3 piliers qui définissaient ce qu'il appelait cette autre espèce: autonomie, patience, endurance, pas héroïsme spectaculaire, pas supériorité numérique, autonomie, capacité à continuer sans soutien immédiat, patience, capacité à différer l'action jusqu'à obtenir une image complète, endurance, capacité à supporter l'inconfort prolongé sans altération de jugement. Il savait que ces qualités existaient aussi chez les opérateurs américains. Mais dans le modèle américain, elles étaient souvent subordonnées à la vitesse et à la puissance. Dans le modèle du SAS, elles étaient centrales. Avec les années, cette distinction ne fit que se renforcer dans son esprit. Lorsqu'il enseigna plus tard à Georgetown, il consacra une session entière à l'idée que la technologie n'est jamais une solution totale. Il décrivait la vallée. Le froid à moins 19 degrés Celsius. Les chèvres marchant sur le filet de camouflage. L'eau gelée fondue contre le torse. Il ne cherchait pas à dramatiser. Il cherchait à illustrer une réalité simple. Un satellite ne peut pas frissonner. Un drone ne peut pas décider de ne pas tirer. Un algorithme ne peut pas sentir qu'un silence est anormal. Un homme peut. Et lorsque cet homme est sélectionné, entraîné et intégré dans une culture qui valorise cette capacité, il devient un multiplicateur de force que la technologie ne peut remplacer. C'est à ce point que Dunlap cessa d'utiliser l'expression par provocation. Il la considéra comme une conclusion analytique. Ils ne sont pas meilleurs, ils sont adaptés à un environnement différent. Et dans certains environnements, cette adaptation est décisive. Il ne restait qu'une dernière réflexion, une phrase qui résumait tout ce qu'il avait appris. Elle ne parlait pas de budget, elle ne parlait pas de puissance de feu, elle parlait d'évolution. Et c'est cette phrase qu'il prononça lors de son dernier débriefing officiel. Mais pour la comprendre pleinement, il faut revenir à la montagne, à la poussière, à l'immobilité, à 8 silhouettes couchées dans la pierre observant une vallée que les satellites ne voyaient pas. La phrase qu'il prononça lors de ce dernier débriefing ne figurait pas dans ses notes. Elle n'était pas écrite dans les rapports. Elle n'était pas destinée à être citée. Elle surgit simplement lorsque quelqu'un, au fond de la salle, lui demanda « Si vous deviez résumer la différence en une seule ligne ». Marcus Dunlap resta silencieux quelques secondes. Puis il dit « Nous avons construit des systèmes pour dominer l'espace. Ils ont construit des hommes capables de dominer le temps. » Le silence qui suivit ne venait pas d'un effet dramatique. Il venait d'une reconnaissance implicite. Dominer l'espace signifie voir loin, frapper précisément, couvrir rapidement. Dominer le temps signifie attendre, absorber, persister. Dans les montagnes afghanes, la domination de l'espace avait atteint ses limites. L'ennemi avait appris à se fondre, à disparaître sous la canopée, à marcher la nuit, à communiquer par murmures humains. Les satellites continuaient de tourner, les drones continuaient de transmettre, mais la guerre réelle se déroulait entre les transmissions, entre les images, dans les intervalles, et dans ces intervalles, seuls les hommes présents pouvaient comprendre. Dunlap repensa une dernière fois à la vallée de Dovetail. 12 jours, moins 19 degrés Celsius, aucun feu, aucune émission prolongée, aucune plainte, 8 hommes couchés dans la pierre. Il se souvenait d'un détail presque insignifiant dans le rapport. Au 9e jour, l'un des opérateurs avait noté que le vent changeait systématiquement de direction après 3h30, ce qui modifiait la propagation du son dans la vallée. Ils avaient intégré ce paramètre dans leur estimation des distances. Ce niveau d'attention n'était pas spectaculaire, il était méthodique. Dunlap comprit alors que l'expression « autre espèce » ne décrivait pas une supériorité mystique. Elle décrivait une adaptation biologique et culturelle, comme deux prédateurs évoluant dans des environnements distincts. L'un rapide, explosif, dominant sur terrain ouvert, l'autre discret, endurant, dominant dans l'ombre. L'Amérique excellait dans la frappe décisive. Le SAS excellait dans la présence prolongée. Dans une guerre symétrique, la puissance américaine écrasait tout. Dans une guerre d'usure invisible, l'endurance britannique devenait un avantage singulier. Des années plus tard, lorsqu'un journaliste lui demanda si son opinion avait changé, Dunlap réfléchit longuement.
Il ne renia pas la technologie. Il ne minimisa pas la valeur des drones ou des satellites. Il dit simplement « La technologie est un multiplicateur de force, mais elle ne remplace pas la capacité humaine à souffrir, à attendre et à décider. » Il conserva sur son bureau une photographie qu'il ne montrait jamais publiquement. 8 silhouettes devant une ligne de crête anonyme. Aucun nom, aucun insigne visible, juste des hommes. Il savait que ces hommes n'avaient pas cherché à impressionner. Ils avaient simplement fait leur travail. C'est cela qui le hantait le plus. Pour lui, l'opération Dovetail était un sommet de carrière. Pour eux, c'était une mission parmi d'autres. Une norme. Et c'est là que résidait l'écart réel. Non pas dans ce qu'ils pouvaient faire, mais dans ce qu'ils considéraient comme ordinaire. Cette normalité façonnée par 60 années de tradition, de sélection impitoyable, d'échecs absorbés et de leçons accumulées. Une culture qui ne dépendait pas d'un budget annuel, une culture qui dépendait d'une mémoire institutionnelle, et cette mémoire avait transformé des soldats en quelque chose de plus spécifique, des opérateurs conçus pour durer, pour supporter l'inconfort sans altérer leur jugement, pour accepter l'incertitude sans précipitation, pour rester immobile quand tout incitait à agir. C'est dans cette immobilité que Dunlap vit la véritable différence, pas dans la puissance, pas dans l'équipement, dans la capacité à attendre jusqu'à ce que l'ennemi révèle lui-même son erreur. Et dans cette guerre particulière, c'était souvent suffisant. Il ne restait plus qu'une conclusion, une dernière formulation, celle qu'il répéta des années plus tard, avec la même sobriété que le premier jour. Mais cette fois, elle ne relevait plus d'un étonnement. Elle relevait d'un constat. Et ce constat était simple. Ils n'étaient pas meilleurs, ils n'étaient pas plus courageux, ils étaient adaptés à un type de guerre que nous avions tenté d'automatiser. Et dans ces montagnes, cette adaptation avait fait la différence. La dernière fois que Marcus Dunlap utilisa l'expression « une autre espèce », ce ne fut ni dans une salle de briefing ni devant un journaliste. Ce fut seul, des années plus tard, dans une maison discrète en Virginie rurale, devant un bureau presque vide. Il repensait à une question qu'il avait poursuivie longtemps. Pourquoi cela l'avait-il autant marqué ? Il avait vu des opérations plus violentes. Il avait vu des frappes plus spectaculaires. Il avait vu des hommes agir avec un courage brut et immédiat. Mais il n'avait jamais vu une capacité aussi froide à disparaître volontairement dans l'environnement. Ce n'était pas la capture du pharmacien qui l'avait transformé. C'était les 12 jours avant. C'était la normalité du sacrifice. C'était l'absence d'héroïsation. Il repensa à ce que lui avait dit le commandant du SAS après l'opération. « That's what we do ». 3 mots. Pas une revendication, pas une démonstration. Une évidence. C'est là que se trouvait la fracture invisible. Pour l'Amérique, l'extraordinaire est célébré. Pour le SAS, l'extraordinaire devient standard. Dunlap comprit que le véritable multiplicateur de force n'était ni un satellite ni un drone. Ce n'était pas non plus simplement le courage, c'était la sélection. La sélection impitoyable qui élimine 85% des candidats. La formation de 18 mois qui transforme l'endurance en réflexe. La culture régimentaire qui transmet l'idée que l'échec matériel est attendu. Une organisation qui présume la panne est une organisation qui ne panique pas lorsqu'elle survient. Dans les montagnes, lorsqu'une radio meurt, le SAS continue. Lorsqu'un drone se repositionne, le SAS observe toujours. Lorsqu'une extraction est retardée, le SAS attend. Il réalisa que le véritable contraste n'était pas technologique, il était psychologique. L'Amérique cherche à contrôler l'environnement. Le SAS accepte qu'il ne sera jamais totalement contrôlé. Cette acceptation change tout. Elle ralentit l'impulsion d'agir. Elle renforce l'analyse. Elle réduit les erreurs provoquées par l'urgence. Dunlap savait que le modèle américain resterait dominant dans la plupart des conflits. Aucune unité au monde ne frappe plus vite. Aucune ne combine aussi efficacement renseignement, mobilité et puissance de feu sur une courte fenêtre. Mais il avait vu l'autre face de la guerre, celle qui se déroule dans les interstices, dans les nuits longues, dans les vallées silencieuses, dans les heures où rien ne semble se produire. Et c'est là qu'il avait compris. Quand tout est réduit à l'essentiel, pas de réseau, pas de relais, pas d'écran, il reste une seule variable. L'homme. Un homme sélectionné pour ne pas céder à l'impatience. Un homme entraîné pour continuer lorsque la fatigue altère le jugement. Un homme capable de rester immobile 47 minutes pendant qu'une chèvre marche sur son camouflage,
Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas cinématographique, c'est structurel. Dunlap ne romantisa jamais ce qu'il avait vu. Il ne transforma pas le SAS en mythe. Il formula simplement une conclusion analytique. Deux philosophies ont évolué. L'une vers la domination rapide, l'autre vers la domination prolongée. Dans un monde idéal, elles se complètent. Mais dans certaines montagnes, à certaines heures, quand l'ennemi refuse la lumière et se fond dans l'ombre, la domination du temps l'emporte sur la domination de l'espace. C'est ce que 8 hommes lui ont appris sans jamais chercher à lui enseigner quoi que ce soit. Ils n'ont pas donné de leçons. Ils ont simplement fait leur travail. Et c'est précisément cela qui l'a forcé à revoir 17 années de certitude. Il ne renia jamais les satellites. Il ne rejeta jamais la technologie. Mais il comprit leurs limites. Un satellite peut voir loin. Il ne peut pas attendre. Un drone peut frapper précisément. Il ne peut pas ressentir qu'un silence est inhabituel. Un système peut traiter des téraoctets de données. Il ne peut pas endurer le froid pendant 12 jours sans altérer son jugement. Un homme le peut. Si cet homme a été sélectionné pour cela, formé pour cela, et façonné par une culture qui valorise l'endurance plus que l'éclat. C'est pourquoi, lorsqu'on lui demanda un jour si le SAS était meilleur que les forces américaines, il secoua la tête. Non. Puis il ajouta calmement « Ils sont adaptés à un environnement que nous avons essayé de remplacer par des machines. » Et après un silence, dans cet environnement précis, ils ne jouent pas le même jeu. Ce n'était ni une critique, ni une admiration aveugle. C'était un constat stratégique. Dans les montagnes de l'Afghanistan oriental, en 2003, 8 hommes couchés dans la poussière ont démontré qu'il existe encore une forme de guerre que la technologie ne peut pas automatiser. Une guerre où l'arme décisive n'est ni un missile, ni un capteur. Mais c'est une capacité simple. Endurer, attendre, observer, puis agir. Et c'est là que Marcus Dunlap comprit enfin ce qu'il voulait dire par « une autre espèce ». Pas une espèce supérieure. Une espèce évoluée pour survivre là où les systèmes s'arrêtent. Là où la lumière s'éteint. Là où ne reste que l'homme. Fin.